Je rappelle que vous êtes chimiste. On parle aujourd'hui du fer avec vous. Ce fer qui intervient dans de nombreux mécanismes biochimiques, la réserve d'oxygène dans les muscles avec l'hémoglobine, le métabolisme énergétique, les fonctions antioxydantes, l'aide à la réaction de certaines enzymes, l'élimination de certaines bactéries. Bref, en gros, c'est un peu indispensable. C'est un élément complètement indispensable. On a des besoins, alors suivant l'âge et le sexe, on a entre 8 et 16 mg par jour à peu près. Et on va retrouver ce fer dans l'alimentation. Tous les aliments contiennent quasiment du fer. Alors bien évidemment en proportion plus ou moins importante. Mais il faut savoir aussi que dans la croûte terrestre, pour information, c'est le 4e élément, après l'oxygène, le silicium, l'aluminium et le fer. Voilà, donc c'est un élément. Donc vous allez dire que pour manger du fer, rien de plus simple, on pense à Popeye, épinards. Ben voilà, c'est vraiment c'est des images qu'on a souvent en tête et ancrées depuis de nombreuses générations. C'est parce qu'ils mangeaient la boîte avec. En fait. C'était les fameux biceps. Voilà, il y a plus de fer dans la boîte historiquement que dans les épinards. Et puis c'est vrai, on pense souvent aussi viande rouge et plus c'est saignant et mieux il y aurait de fer. Voilà, donc on va décrypter un peu tout ça aujourd'hui. Alors, je suis désolé, on va reparler des viandes tout à l'heure. Voilà, les épinards, qu'est-ce qui s'est passé? Mais les épinards, il y a eu un problème. Alors, il y a eu un gros problème scientifique, c'est-à-dire qu'il y a eu des erreurs dans des articles scientifiques, et c'est vrai que ça est renforcé en plus. Donc l'histoire, c'est qu'il y a en 1870, donc un chercheur allemand qui s'appelle Van Wolf a mesuré le taux de fer dans des épinards frais, et il a trouvé 2,7 mg pour 100 grammes. C'est pas énorme en soi. Bon, 2,7, sauf que quand il a reporté ça dans son article, il a écrit 27. Voilà. Bon, alors, la petite histoire veut que c'est la secrétaire qui, en tapant, s'est trompée. Parce qu'avant, s'est trompée, a décalé d'un truc. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est l'histoire qui dit ça. Non, mais c'est vrai, et puis il n'y avait pas de référé. Enfin, c'était plus compliqué que maintenant. Et alors, quelques années plus tard, cette fois, c'est un Suisse qui s'appelle Van Bung, alors bon, les accents, qui a mesuré ce taux de fer. Il a confirmé ce 27. Parce qu'il il a mesuré dans du fer qui était séché, dans des épinards séchés. Ah ouais, et comme les épinards contiennent 90% d'eau, on multiplie on multiplie par 10. Voilà. Et forcément, début 20e, il y a Popeye qui arrive, validé avec la science, et puis biceps en acier, fer, épinard. Voilà, la trilogie parfaite, mais c'est tout faux. Voilà. D'accord, donc c'est pas la peine. Oui, parce que le fer, donc les épinards, dans le fer, il n'y en a que 3 mg pour 100 grammes. C'est autant que des noisettes ou des amandes. D'accord. Et alors, dans quel aliment il y a beaucoup plus de fer? Alors, vous allez retrouver le fer principalement dans la spiruline, 25 mg. Là, pour le coup, c'est vraiment comme les épinards séchés. Pas lourdes ou les moules. J'ai évité de vous en apporter pour éviter les grimaces. Oui. Voilà. Après, vous avez... alors, on va retrouver dans les abats, effectivement. Là, vous êtes entre 15 mg à peu près pour 100 grammes. Et puis sinon, après, dans d'autres produits, alors là, ça va plus vous plaire, je pense, chocolat noir. Voilà. Et après, c'est assez faible. Donc là, on est sur 8 mg à peu près pour 100 grammes. Et dès les lentilles aussi, on entend souvent parler qu'il y a beaucoup de fer dans les lentilles. Là, on n'est que sur 3 mg, donc assez décevant. Et puis les légumes verts qui sont après. Et pas mal dans les épices. Mais évidemment, les épices, on ne mange pas des grandes quantités, donc ça reste des produits très limités. Et là, vous nous parlez du taux de fer qui est présent dans les aliments. Et puis, il y a un taux de fer qui est différent, c'est celui qu'on assimile. C'est pas le même. C'est une très bonne remarque. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous voyez que ça, c'est très riche en fer que ça va rentrer facilement dans l'organisme. Il y a plusieurs fers, en fait, pour l'organisme. Donc, il faut parler de biodisponibilité. Donc, en fait, quand vous prenez un aliment, quand vous ingérez même une orange, par exemple, la vitamine C, c'est un bon exemple. On se dit, tiens, il y a de la vitamine C dans l'orange, mais il y en a aussi dans le persil. Mais c'est pas la même vitamine C pour l'organisme. Et c'est exactement pareil pour le fer. Donc, l'idée, là, vous voyez, par exemple, même le fer métallique, on se dit, ça, c'est 100% fer. Et ça va pas forcément s'assimiler. On va éviter de manger des clous. Mais ça, c'est 0% biodisponible. Et ce que vous êtes en train de dire quand vous dites biodisponible, c'est que finalement, ce fer à l'état de ferreux, il ne va pas rentrer dans les cellules, en fait. Voilà. Pour qu'il rentre dans les cellules, il faut que le fer soit identifiable, reconnaissable par notre organisme. Et donc ça va être vraiment efficace si le fer est entouré de molécules organiques, type des protéines ou des acides ascorbiques, des choses que notre corps reconnaît, en fait. Et donc, il y a deux types de fer, si on veut résumer. Il y a le fer qu'on appelle héminique, donc qui vient des produits animaux. Donc là, c'est tout ce qui est abats, boudin, etc. Et là, la biodisponibilité n'est que de 25%. Ça reste quand même faible. Donc, ça veut dire que même le boudin, on vous dit, tiens, il y a 10 mg pour 100 grammes, vous allez en ingérer réellement que 20%. Et puis, vous avez le fer non héminique, qu'on va retrouver dans les végétaux la plupart du temps. Et là, la biodisponibilité, c'est que de 5%. Donc, c'est très, très faible. Et en plus, il y en a moins. Donc, vous imaginez les grandes quantités. Donc, c'est 1 kg d'épinards pour 100 grammes de boudin, si on fait le rapport. Et le chocolat ?
Alors le chocolat, c'est pareil. C'est là, 5%. Voilà, c'est plutôt du Il faut en 5%. manger beaucoup. Je lui en donne des couches, il a besoin de faire, je sens bien. Quand on dit fer héminique, on pense bien sûr à du sang, à de la viande rouge. Est-ce que ça veut dire que la viande rouge en contient plus que la viande blanche ou pas? Là, c'est pareil. On nous dit souvent, voilà, la viande, quand elle est bien saignante, la bavette saignante, elle est plus riche en fer. Alors, une parenthèse. Donc M, donc ça vient de là, hémoglobine, donc c'est ce qu'on appelle une métalloprotéine, donc une protéine avec le métal, et le métal, c'est le fer. Cette hémoglobine, là, je vous apprends rien, ça transporte l'oxygène. Mais si vous regardez, par exemple, des viandes blanches, comme le porc, les volailles, etc., ils ont aussi besoin, évidemment, de respirer, ces animaux. Donc, ils ont besoin d'hémoglobine et de fer. Donc, il y a du fer aussi dans cette viande-là. La couleur des viandes, elle vient de la myoglobine. C'est une cousine, mais qui est aussi une métalloprotéine, mais elle va stocker l'oxygène. Et par exemple, dans le porc ou les volailles, ils courent pas beaucoup, ils n'ont pas besoin de beaucoup de stockage d'oxygène, donc ils ont une viande blanche. Alors que si vous regardez, par exemple, les canards, les oiseaux migrateurs, les gibiers, ils ont des viandes très très foncées parce qu'ils parcourent beaucoup de kilomètres par an. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un stock important. Voilà, donc ça vient de là, la couleur des viandes. Oui, c'est incroyable. Mais donc, cette couleur de viande n'est pas directement liée au taux de fer. Il faut faire attention à ça. Okay. Est-ce qu'il y a un moyen d'augmenter cette biodisponibilité? Enfin, je pose la question parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, quand les végétariens, vous dites que là-dedans, il y a à peu près une biodisponibilité de 5%. Oui, c'est ça. Il y a moyen de l'améliorer, ça? Exactement. Il y a ce qu'on appelle de la synergie en chimie. Et donc ça, c'est des mariages heureux, on va dire, de molécules. Donc si vous prenez, par exemple, ces légumes verts, même des lentilles, par exemple, pardon, et si vous prenez un petit peu d'acide ascorbique avec, eh bien, voilà, de vitamine C, eh bien, vous allez multiplier par 3 l'apport en fer. Ce qui est génial. Voilà. Donc ça, c'est des bonnes astuces. Vous allez retrouver aussi d'autres amis, entre guillemets, du fer dans les citrates, dans les maltates, donc dans la pomme, par exemple, dans les agrumes. Tout ça, il y a intérêt d'en manger avec parce que ça va aider. Parce que l'idée, c'est que le fer va s'attacher à ces molécules. Ces molécules, le corps les reconnaît et donc ça passe très facilement dans les tissus. Ça veut dire que si on mange des poireaux et qu'on boit du jus d'orange, voilà, et c'est mieux. Vous multipliez par 3 votre apport de fer. Gérard, vous êtes bientôt nutrition-chimiste. Est-ce qu'il y a des aliments à l'inverse qui vont limiter cette biodisponibilité? Oui, alors là, par contre, il y a des ennemis, c'est-à-dire que ça va venir s'accrocher au fer, mais ça va plus vouloir le lâcher après dans l'organisme. Donc c'est comme des pièges. En chimie, on appelle ça de la chélation ou de la complexation. Et alors là, notamment, vous avez le thé. Dans le thé, dans le café aussi, vous avez des tanins. Et ces tanins, eh bien, ils vont s'accrocher. Et ils vont plus vouloir lâcher le fer. Et alors, j'ai une petite expérience pour vous montrer, justement. Pas de lentilles avec une tasse de thé. Voilà, il faut vraiment séparer les durées. Donc là, par exemple, vous avez une solution riche en fer. Et là, on a extrait au laboratoire donc la partie qui est vraiment la catéchine qui s'appelle du thé, voilà, qui va. Et alors, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais mettre un petit peu. C'est comme si là, vous aviez du fer, et là, vous êtes en train de boire du thé. D'accord. Et voilà, je viens d'en mettre, et vous voyez tous les petits grains qui se forment, c'est-à-dire que le tanin vient attraper le fer, vous voyez tous les petits grains solides, et ça va précipiter, mais donc après vous ne pourrez plus l'ingérer. Voilà, donc ça vient emprisonner le fer. Si à ce moment-là, dans mon thé, je mets de l'acide ascorbique, de la vitamine C, donc je pense au thé citron. Ça va améliorer un peu les choses, mais ça va empêcher les choses. Voilà, donc le mieux, c'est vraiment de prendre, si vous voulez parler de citron, c'est une bonne idée, un petit jus de citron, c'est génial, parce que vous avez à la fois l'acide, et vous avez en plus la vitamine C du citron. D'accord, pas de thé, pas de café avec tous ces éléments-là. Décalé, on va dire. Bien sûr. Voilà, c'est mieux en décalé. Mais c'est très clair, non? oui, j'ai tout compris. Donc avec les poireaux, maintenant, vous avez bien compris, jus d'orange. Voilà, enfin, je vais peut-être éviter le poireau. Persil, très riche en fer. Le persil, jus d'orange, c'est super bon. Non, persil, poireau, c'est mieux. Merci beaucoup. Non, mais le problème, c'est le poireau avec lui. Merci beaucoup pour tous ceux qui auraient raté quelque chose cette semaine. Le zapping, attention aux images de chirurgie.